2, 1. Bonsoir tout le monde. Donc, on démarre aujourd'hui, la STMRA démarre donc ses staff interservices. Malheureusement, de nouveau à cause de la Covid, on se retrouve à distance et non pas en présentiel. Mais quand même, peut-être c'est une bonne chose comme ça, c'est un staff qui va être qui va englober tous les sociétaires donc du Nord et du Sud. Pour cette année, donc, on a programmé 4 staffs uniquement, puisqu'on a démarré un peu en retard, toujours à cause de la Covid. Et on aura donc ce premier staff qui est coordonné par notre ami professeur Zied Mouatamli, donc chef de service de pneumologie de l'hôpital militaire. Et qui, 3 autres staffs seront programmés, un au mois de février, coordonné par professeur Louzir, le 22 février. Un troisième staff, le 10 mars, coordonné par professeur Leila Garbi de Pavillon D de l'Ariana. Et le dernier staff, c'est celui du 9 juin, coordonné par professeur Fahd Matrita du Pavillon C de l'hôpital Abdelrahmani de l'Ariana. Voilà. Donc, nous souhaitons donc se retrouver pour les prochains staffs en présentiel et non pas en ligne. Et je souhaite un très bon staff et je cède tout de suite la parole à mon ami professeur Zied Mouatamli pour introduire ce staff qui coordonne avec son équipe. Bonsoir tout le monde. Merci, professeur Maalej. On est ravis de vous accueillir virtuellement. Ça aurait été mieux avec Kenjina en présentiel, mais bon. Quoique, Kenjina en présentiel, donc il y a du bon parfois dans tout ça. Alors, le premier staff, c'est un honneur pour nous, l'équipe de l'hôpital militaire, de vous accueillir. Je vais demander à tout le monde de fermer leur micro, juste les intervenants, les micros ou نبداو directement في staff auquel on voulait rendre hommage, nous les militaires, le pavillon 1, où il y a eu une transition démocratique du pouvoir entre Si Habib Bardira ou Madame Sonia Maalej. Donc, ils nous font l'honneur de modérer ce premier staff. Ce staff où il y aura 4 dossiers qu'on verra l'un suite à l'autre. Donc, Si Habib, Madame Sonia, la parole est à vous pour modérer ce staff. Bonne séance à tout le monde. Merci. Merci Zied. Je voudrais bien sûr souhaiter aussi la bienvenue à tout le monde et surtout féliciter le nouveau bureau de la STMRA et remercier ceux qui sont partis du bureau pour le travail qu'ils ont fait, comme nous avons tous participé aussi. Donc, et notamment Monsieur le doyen Sami Kamoun, qui a été élu président. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve dans ce staff interservice, même si c'est virtuel. Je sais, Sali partagera avec moi le fait que ça ne peut pas remplacer le fait de retrouver et exprimer son affection et son amitié pour nos maîtres et nos jeunes amis, mais bon, on va se suffire à ça le temps de retrouver le présentiel. Je voudrais aussi remercier beaucoup Zouhair Suissi parce qu'il nous permet de respirer technologiquement, puisque ça continue aussi grâce à lui. Ce n'est pas toujours évident d'organiser les choses à distance. Et donc voilà, merci à tous. Je félicite aussi Sonia pour avoir réussi si bien le fait de diriger le service, puisque c'est haut la main. Il a félicité aussi d'être le premier service à réouvrir pour le Covid. C'est un grand challenge, mais c'est la femme des challenges. On la connaît, Sonia Kalesh. On est rassuré pour l'avenir du pavillon 1 et pour la pneumologie aussi. Donc, je cède la parole. Après avoir cédé le service, je te cède la parole, Sonia. Merci beaucoup, Serdi. Là, c'est un honneur pour moi et c'est vraiment une responsabilité de prendre la relève après vous. Voilà. Donc, sans trop tarder, donc, on va démarrer le premier dossier et nous avons le plaisir d'inviter notre jeune consoeur, Madame Amal Saïdani, qui va présenter le dossier de l'équipe du pavillon B, service professeur Hamzawi. Ça va, Amal. Juste avant de démarrer, s'il vous plaît, donc vous allez fermer, si c'est possible, vos micros et vos caméras, s'il vous plaît. Sinon, après la discussion, donc vous pouvez participer directement en levant la main. On va vous donner la parole et vous pouvez ouvrir à ce moment-là vos micros et même vos caméras si vous voulez. Voilà. Fadel Amal. Bonsoir, chers maîtres et chers collègues. Je suis Amal Saïdani, résidente au pavillon B de l'hôpital Abdelrahmane Memi.
Je suis ravie de participer avec vous à ce staff. Je vais enchaîner avec le premier cas clinique et je partage mon écran. Je vous présente, chers maîtres et chers collègues, le cas d'une fille âgée de 34 mois, originaire de Mauritanie. Elle est issue d'un mariage consanguin de premier degré. Elle n'a pas d'antécédents familiaux particuliers. Elle a une fratrie faite de 5 frères et une sœur en bonne santé apparente. Elle n'a pas d'antécédents familiaux particuliers, pas d'antécédents familiaux de pneumopathie infiltrante diffuse, ni de maladie dysimmunitaire. L'histoire de sa maladie remontait au juin 2021, où elle a été hospitalisée en Mauritanie pour pneumopathie sévère. Elle a été mise sous antibiothérapie à large spectre, mais l'évolution a été marquée par une dépendance à l'oxygène et elle a été mise sous oxygénothérapie à domicile. En novembre 2021, elle a présenté une détresse respiratoire aiguë, initialement hospitalisée en Mauritanie, puis dans une polyclinique privée tunisienne. En janvier 2022, elle a été transférée dans notre service. L'examen initial à l'admission, l'enfant était apyrétique, plaintif, stable sur le plan hémodynamique, mais sur le plan respiratoire, elle dépendait de 12 litres d'oxygène avec masque haute concentration pour saturer à 96%. L'auscultation pulmonaire avait montré des râles crépitants type velcro qui prédominaient au niveau des bases. L'examen cutané et déphanaire montrait un hippocratisme digital. L'examen ostéo-articulaire et oculaire, par contre, n'avait pas d'anomalie particulière. La biologie standard faite à l'admission n'avait pas montré une anomalie particulière, à part une anémie hémolytique auto-immune à 7,6 grammes. La radiographie de thorax antérieure à l'admission montrait des opacités alvéolo-interstitielles diffuses plurifocales à prédominance périphérique touchant la quasi-totalité des deux champs pulmonaires. Le scanner thoracique fait le 19 décembre avait montré des plages en verre dépoli. Je vous montre quelques plaques qui montrent des plages en verre dépoli et des multiples condensations parenchymateuses parcourues par des bronchogrammes aériens. On a complété par une fibroscopie bronchique avec aspiration bronchique. Nous n'avons pas montré d'anomalie particulière. On a complété par un bilan microbiologique et par la biologie moléculaire sur le liquide bronchique. La recherche du coronavirus était positive et on n'a pas isolé un autre germe par ailleurs. Le bilan immunologique montrait des anticorps antinucléaires positifs à 1 sur 1280 avec un typage positif aux anticorps antimitochondries. On a complété par une biopsie pulmonaire le 21 décembre qui a montré un aspect en faveur d'une pneumonie organisée d'allure secondaire avec une alvéolite macrophagique. Par ailleurs, on n'a pas d'aspect en faveur d'une lipoprotéinose, d'une hémorragie alvéolaire ou d'une histiocytose. Jusqu'à l'instant, on est face à une fille âgée de 3 ans, sans antécédents familiaux ou personnels particuliers, qui présente un tableau de pneumopathie hypoxémiante dépendante de l'oxygène depuis plusieurs mois, avec des anticorps antinucléaires positifs, et une biopsie pulmonaire avec examen anatomopathologique qui conclut à une pneumonie organisée. On a posé le diagnostic d'une pneumopathie infiltrante diffuse à type de pneumonie organisée de cause déterminée, probablement post-infectieuse. Notre conduite à tenir initiale est de mettre la patiente sous oxygène, corticothérapie par voie systémique, initialement des bolus de solimodrol, la méthylprednisolone, 3 jours de suite, puis on a relayé par la voie orale à la dose de 1 mg/kg d'équivalent prednisone. L'évolution initiale, soit à J7 de corticothérapie, avait été marquée par une très légère amélioration, mais l'enfant dépendait encore de forts débits d'oxygène, soit 10 litres d'oxygène avec un masque haute concentration.
La patiente a été staffée au staff PID pédiatrique Respifil le 17 janvier et la décision était de refaire un bolus de Solu-Medrol dans 15 jours du premier bolus et puis d'espacer les bolus, soit toutes les 3 et 4 semaines avec au moins un total de 6 bolus et d'augmenter la dose de corticothérapie orale entre les bolus avec une dose de 2 mg kg par jour d'équivalent prédnisone, d'ajouter l'hydroxychloroquine à la dose de 5 mg kg par jour et on s'est mis d'accord que les anomalies du bilan immunologique n'étaient pas spécifiques et n'orientent pas vers une pathologie dissimulitaire particulière. L'évolution ce jour, soit à AGIS-17 de corticothérapie, est marquée par une amélioration clinique nette avec une diminution des besoins en oxygène qui sont actuellement de 6 litres par minute d'oxygène avec lunettes nasales. L'évolution radiologique montre en plus une nette régression des anomalies radiologiques avec régression nette des opacités alvéolo-interstitielles et on voit sur la photo notre fille qui est en train de jouer avec le téléphone de sa maman. Alors, la pneumonie organisée, c'est quoi? La pneumonie organisée, c'est une forme particulière de réaction inflammatoire et fibroproliférative du poumon. Elle résulte d'une lésion quelconque qui va entraîner un processus pathologique de l'épithélium alvéolaire et des membranes basales. Cette lésion, elle peut s'agir d'une agression infectieuse, médicamenteuse, toxique ou bien de nature inconnue et qui va entraîner une prolifération des fibroblastes. Ces fibroblastes vont former des bourgeons endo-alvéolaires et ces bourgeons endo-alvéolaires sont la lésion élémentaire des pneumonies organisées. Ils sont montrés par les flèches en blanc. La pneumonie organisée, elle est rare chez l'enfant, qui rend le diagnostic difficile, mais on doit y évoquer devant une pneumopathie d'évolution défavorable malgré une antibiothérapie élargie. Plusieurs étiologies sont responsables de pneumopathie organisée chez l'enfant, soit les causes post-transplantation, qu'il s'agisse d'une transplantation d'une greffe de moelle osseuse, d'une transplantation pulmonaire, etc. Les causes néoplasiques, les déficits immunitaires, les causes post-infectieuses, en particulier les infections à mycoplasme, le streptocoque B, les infections en VIH. Il existe des causes dysimmunitaires, en particulier les entéropathies inflammatoires et les maladies cœliaques. Et enfin, les causes idiopathiques ou cryptogéniques, mais il faut savoir que les causes idiopathiques sont moins fréquentes par rapport à l'adulte. Et chez l'enfant, on doit s'acharner à chercher une cause secondaire. Une des caractéristiques de pneumonie organisée qu'on doit y insister, c'est la sensibilité spectaculaire au traitement corticoïde. La majorité des cas, on arrive à guérir nos patients de façon complète et même sans séquelles, et on arrive à normaliser nos patients sur le plan radiologique ou fonctionnel. Mais on insiste que le traitement, il est personnalisé et il est discuté au cas par cas. Merci. Merci, Amal. Donc, c'est un très beau cas. Je crois que Sonia en devait passer le message. Les gens qui veulent intervenir doivent soit lever la main en appuyant sur main, comme ça on les voit, ou écrire un message. Je regarde le chat, je ne vois pas de questions. Mais en attendant les questions, je voulais lui poser une question sur dire à Amal. Oui. Elle a dit donc la malade a bénéficié d'une biopsie pulmonaire chirurgicale, c'est ça, si j'ai bien compris? Oui. Oui. Il y a des micros, s'il vous plaît. Donc, la malade, elle était sous 12 litres de concentration à la Initialement, oui. Au début janvier, elle dépendait de 12 litres d'oxygène, masse de concentration. Vous avez, c'est-à-dire au moment de la réalisation de la biopsie, elle était déjà sous 12 litres, non? Au moment de la réalisation de la biopsie, elle était aux cliniques le 21 décembre. On ne sait pas quel débit d'oxygène elle avait le 21 décembre.
سامحني أمل. Docteur Semia Hergli, s'il vous plaît, vous pouvez éteindre votre micro. Voilà, très bien. Allez-y, Amal, tfadl. Notre enfant a bénéficié d'une biopsie pulmonaire, soit le 21 décembre, mais elle a été transférée dans notre service le 6 janvier. Donc, on ne sait pas quel débit d'oxygène elle avait auparavant, en décembre, mais probablement qu'elle avait des besoins augmentés dès le départ. Je pense Sabrine Dohesh, il veut donner un complément à ce que tu as dit. Sabrine, tfadl. Bonsoir, mes chers maîtres, mes chers collègues. Donc, par rapport à notre patiente, lorsqu'elle était, avant d'être hospitalisée chez nous, au moment de la biopsie chirurgicale, elle était stable. C'est pour ça qu'ils ont, et devant les images scanographiques, ils ont décidé de compléter par la biopsie. Elle était plus stable. Juste après l'intervention, elle avait augmenté ses besoins à 12 litres. Et au moment de son admission à notre service, elle avait besoin entre 12 et 14 litres d'oxygène. Mais au moment de la biopsie et de la fibroscopie qui ont été réalisées en ville, elle avait besoin, selon ses médecins, de 4 litres, entre 4 et 5 litres d'oxygène. D'accord, très bien, merci. Docteur Je crois que Suissi. celui-ci, voilà. Merci, c'est une excellente observation. Je voudrais savoir, est-ce qu'un bilan immunitaire a été fait pour chercher s'il y a un déficit immunitaire chez ces patientes? Ou bien qu'est-ce qu'on a retenu qu'on fait comme diagnostic responsable de cette pneumopathie organisée? Merci. Sonia, si tu permets, j'ajoute un complément à Zouhair à la question. Je pense que on est en pleine période Covid. Il y a eu des pneumonies organisées qui ont été décrites chez des Covid. Bon, c'est vrai que c'est un enfant, mais je voulais poser la question s'il y a eu des sérologies concernant le SARS-CoV-2 qui ont été faites ou une enquête familiale pour savoir si ça peut être lié au Covid. On ne peut pas ne pas penser au Covid tout le temps, malheureusement. Oui, tout à fait. Vous pouvez répondre, Sabrine? Donc, par rapport à la première question, on n'a pas fait de bilan à la recherche d'un déficit immunitaire vu que donc, la symptomatologie est apparue après l'âge de 3 ans. Il n'y a pas d'antécédent de déficit immunitaire dans la famille. Donc, elle n'a pas eu d'infection auparavant. Par rapport au Covid, donc, le problème, c'est que la PCR Covid était positive en décembre 2021, alors que ces problèmes respiratoires ont commencé depuis juin. Donc, bien sûr, on ne peut pas éliminer le Covid, mais vu la chronologie des événements, on s'est dit que l'épisode infectieux qui date de juin 2021, malheureusement, on n'a pas les détails parce que l'hospitalisation était en Mauritanie. On pense plus que ça soit lié à cet épisode infectieux, peut-être un mycoplasme à ce moment, parce que le mycoplasme est très incriminé à donner des pneumopathies organisées tardives chez l'enfant. D'accord, merci. Mais je ne sais pas, Sabrine, concernant les anticorps anti-nucléaires positifs, anti-mitochondrie chez cette fille, oui. Vous avez pu cadrer dans une maladie particulière? Parce que c'est Donc, franchement positif quand même, les anticorps chez elle. Oui, c'est franchement positif, mais donc selon les pédiatres, même les pédiatres spécialisés en médecine interne, ça ne correspond pas à une pathologie particulière pour le moment, tant qu'elle n'a pas de symptomatologie extra-respiratoire pour le moment. Bien sûr, elle peut avoir après, à l'évolution, il faut surveiller, les refaire et surveiller les manifestations extra-respiratoires qu'elle pourra avoir après. Mais pour le moment, il n'y a pas un diagnostic qui pourrait cadrer avec les manifestations qu'elle présente. C'est dans ce sens qu'on l'avait présenté dans le staff Respifield. C'est à la recherche d'une maladie auto-immune. D'accord. Docteur Drila vous pose la question, quelle durée pour le traitement chez l'enfant? Combien de temps vous allez préconiser de garder les corticoïdes? Allô? Je ne sais pas, il y a un problème de... Vous avez entendu la question, Sabrine?
Oui, tout le malade. Donc, au total, pour commencer, on va faire des bolus des bolis de Solumedrol à 15 jours d'intervalle, comme a dit Amal, deux par mois pendant 3 mois. Après, ça va dépendre de l'évolution clinique, bien sûr, et radiologique. D'accord. Là, je pense, je ne vois pas d'autres questions, là, si vous voyez. J'ai une autre question. J'ai vu qu'elle avait un hypocratisme digital, la patiente. Est-ce qu'on l'a attribué quelque chose? Pour le moment, non. Donc, probablement l'hypoxémie chronique depuis maintenant 9 mois. On ne connaît pas malheureusement la patiente avant. On vient de la voir, mais probablement c'est l'hypoxémie chronique. D'accord. Oui, je pense que c'est un cas très intéressant. Qui m'a Zuhair, il y a un autre élément de fond, cet hypocratisme. Je pense qu'on aura des nouvelles de cette patiente dans quelques temps. À Pour suivre. savoir, Oui. voilà, Oui. avec les anticorps, Oui. avec l'hypocratisme, je pense Oui. dans un prochain staff interservice, on aura des nouvelles, Inch'Allah. Oui. OK. Donc, merci, Amal. Donc, je pense qu'on peut passer au dossier suivant, Sirdila. Puisqu'il n'y a pas d'autres questions. Absolument. Voilà. Donc, le prochain dossier, c'est celui de Marwa Bougacha, donc de l'équipe du pavillon 1, votre service. Voilà, Amal. Bonsoir, cher maître. Permettez-moi de présenter le cas clinique. Normalement, c'est partagé. On ne le voit pas encore, Amal. Marwa, ça marche. Voilà, on te voit toi, mais pas pas encore. Donc, c'est bon? Non, il faudra cliquer sur le bouton partage, comme tout à l'heure. Partager. Il y a la flèche en haut. Marwa, tu as vu la flèche pour Voilà, partager? ça a l'air de fonctionner là. Voilà. Donc, tout l'écran. Oui, oui. Donc, c'est bon? On arrive. Non. Peut-être, Zohaïd, peut-être elle doit sortir et revenir après. On passe à l'autre dossier. Ok, on passe à l'autre dossier. Puis voilà. Ouais. Tu sors et tu reviens. Tu essaies de te connecter de nouveau à Marwa Bentia. Voilà. Donc, on passe au troisième dossier en attendant celui du pavillon 1. Donc, Madame Aziza Ben Naya de l'équipe de Mongislim, service professeur Louzir. Bonsoir, bonsoir, cher maître. Ah, non, elle a partagé Marwa déjà. Alors, je cède la parole à Marwa alors. Voilà, désolée Aziz. Voilà. D'accord, d'accord. Merci Aziz. Donc voilà, c'est Marwa qui va présenter son dossier. Allez-y Marwa. Donc, bonsoir, cher maître. Permettez-moi de présenter ce cas clinique. Il s'agit d'un homme âgé de 60 ans, Nantes à Belgique. Il est ouvrier dans une usine de sucre. Ayant comme antécédent une hypertension artérielle et dyslipidémie sous traitement, le patient a été adressé à notre service en septembre 2020 pour exploration d'une dyspnée d'effort stade 1 MMRC évoluant depuis 1 an. L'histoire de la maladie remonte à 8 mois, soit en décembre 2019, marquée par dyspnée d'effort d'aggravation progressive, ramenant le patient à consulter un médecin de libre pratique à Béja. Une radiographie thoracique était faite, montrant un syndrome interstitiel bilatéral, était complétée par une TDM thoracique faite en décembre 2019, montrant un aspect de pneumopathie interstitielle diffuse fibrosante aux 2 lobes supérieurs. Une fibroscopie bronchique avec un lavage était faite en janvier 2020, montrant une hypercellularité à prédominance macrophagique. La conduite à tenir était la mise sous pirfenidone pendant 3 mois, soit en juillet, août et septembre 2020. Il nous a été adressé à 3 mois de traitement.
Examen à l'admission, le PS était à 0. Le patient présentait un hypocratisme digital. Il était stable sur le plan hémodynamique et neurologique. Sur le plan respiratoire, on a noté la présence d'oral crépitant au niveau des deux bases. La saturation a été 96% à l'air ambiant et pas de signe extrathoracique. À la radiographie thoracique, on a noté la présence d'un syndrome interstitiel bilatéral. Donc, on a complété par un scanner thoracique qui a été fait le 8-10-2020, soit à 3 mois de traitement par pirfenidone. On a noté la présence sur les plaques d'un aspect d'emphysème au niveau des sommets, un aspect en verre dépoli diffus et surtout en périphérie et au niveau des bases, avec un épicissement des lignes septales avec un aspect de crazy paving et des lésions kystiques au niveau des bases et aussi une distorsion bronchique. Donc, il s'agit d'une pneumopathie infiltrante diffuse fibrosante avec des opacités en verre dépoli diffuse en rapport probablement avec une UEP, avec exacerbation ou une surinfection. Donc, à la biologie, l'NFS, l'hémoglobine était à 14,6, pas d'hyperleucocytose, la CRP était négative, un bilan hépatique, bilan rénal, iono et bilan d'hémostase était normal. On a complété également par un bilan lipidique qui était également normal. Donc, devant une PID fibrosante, on a complété par un bilan étiologique, dans un bilan immunologique qui était négatif, une biopsie labiale montrant une cyaladénite chronique de grade 1. Une fibroscopie bronchique était faite en janvier 2020 qui a montré une arbre bronchique sans anomalie avec à l'LBA une hypercellularité à prédominance macrophagique. Donc, dans le cadre du bilan de retentissement, une plétismographie était faite en septembre 2020 et a montré un trouble ventilatoire restrictif modéré. Le test de la marche était fait. Il a montré une désaturation d'effort. La saturation elle a passé de 97% à 93% en fin d'examen, avec une distance parcourue à 89%. La gaz du sang à l'air ambiant, elle a montré une pH à 7,44, la PaO2 à 61, la capnie à 36 et la saturation était 96%. Le CG et le TT étaient sans anomalie. Donc, devant ce tableau, radio clinique évocateur d'IUP avec un bilan étiologique négatif, le dossier était présenté au staff RCP et la décision était de faire les biopsies pulmonaires chirurgicales. Les résultats des biopsies pulmonaires qui étaient faites en décembre 2020, elle a montré l'aspect histologique qui cadre avec une pneumopathie interstitielle usuelle, UEP, avec présence dans les lumières alvéolaires de macrophages spumeux faisant évoquer une maladie de surcharge lipidique, en particulier une atteinte pulmonaire au cours de la maladie de Niemann-Pick. Comme on voit ici, on dispose des lames de biopsie. Les lumières alvéolaires sont comblées par de nombreux macrophages spumeux à noyaux réguliers et on a la présence de macrophages qui sont retrouvés au niveau des septa interalvéolaires. Donc, le dossier était présenté de nouveau au niveau du staff RCP-PID le 15 janvier 2021 et la décision était de compléter par une échographie abdominale et un dosage de l'activité enzymatique de la sphingomyélinase acide avant de retenir le diagnostic. Donc, l'échographie abdominale était faite en mars 2021. Elle a montré une hépatosplénomégalie. Donc, pour la confirmation, tout d'abord, on a commencé par éliminer la maladie de Gaucher, qui est une maladie de surcharge et qui fait le principal diagnostic différentiel de la maladie de Niemann-Pick. Donc, le dosage était fait à l'hôpital Farhat Rached et on a éliminé la maladie de Gaucher. On a fait également un dosage enzymatique, détermination de l'activité de sphingomyélinase acide, et l'activité de la sphingomyélinase acide était inférieure à 0,4%. Donc, ce résultat est en faveur d'un déficit en sphingomyélinase acide, confirmant la maladie de Niemann-Pick. Avec présence d'une mutation homozygote, ainsi une enquête familiale était souhaitable. L'évolution, soit en décembre 2021, le patient nous a consulté. Il se plaint de dyspnée des forces à 3 MMRC avec toux sèche. Il était eupnéique avec une saturation 93% à l'air ambiant et à l'auscultation pulmonaire, présence d'oral crépitant au niveau des deux bases.
Donc, pour la maladie de Niemann-Pick, revue de la littérature, donc il s'agit d'une maladie rare, il s'agit d'une maladie héréditaire autosomique récessive. Le mécanisme principal, c'est un déficit en sphingomyélinase entraînant l'accumulation de sphingomyéline dans les cellules réticulo-endothéliales. Il s'agit d'une maladie hétérogène et classée en 3 sous-types. Donc, les principaux sous-types, on distingue le type A, type B et type C. Commençons par le type A. Il est lié principalement à l'activité sphingomyélinase inférieure à 5% de la normale. Sur le plan clinique, on note une maladie neurodégénérative sévère de l'enfance. Il est caractérisé par un retard psychomoteur progressif avec un retard de croissance, une hépatosplénomégalie et une atteinte ophtalmique avec un très mauvais pronostic. Le décès est à l'âge de 3 à 4 ans. Pour le type B, dans le cas de notre patient, l'activité de la sphingomyélinase est entre 5 et 10% de la normale. Sur le plan clinique, comme notre patient, la présence de PID et hépatosplénomégalie. On peut noter également une thrombocytopénie, une dyslipidémie, des atteintes cutanées de type excroissance gazeuse sur la peau, peu ou pas d'atteintes neurologiques avec des stigmates rétiniens et un retard de croissance sans possible. Donc, il s'agit le type avec le meilleur pronostic. Pour le type C, il s'agit d'une lipidose liposomiale complexe liée à une anomalie de transport intracellulaire du cholestérol exogène avec accumulation lysosomiale du cholestérol non estérifié. Sur le plan clinique, le développement des symptômes commence dès l'enfance avec des convulsions et une détérioration neurologique. Et le décès dans ce type, il est avant l'âge de 20 ans. Pour l'atteinte pulmonaire. Donc, l'atteinte pulmonaire, il peut s'avoir dans les 3 types de la maladie de Niemann-Pick, mais elle est plus souvent dans le type B. Les cellules de Niemann-Pick, ils s'accumulent dans les septa alvéolaires des parois bronchiques et de la plèvre. Ils peuvent conduire à une aggravation progressive de la fonction respiratoire. Sur les imageries, on note que les lésions sont réticulaires ou réticulo-nodulaires avec ou sans ligne septale, éventuellement des rayons de miel et des lésions en verre dépoli, surtout dans les zones inférieures, puis ils deviennent diffuses. La progression de la maladie pulmonaire, il est lent. La fibroscopie bronchique, biopsie bronchique et LBA, ils peuvent confirmer l'atteinte pulmonaire. Sur l'anapathe, on note normalement la présence de grandes histocytes multivacuoleuses contenant des granules qui se colorent en bleu foncé avec coloration MGG, et le LBA, il est souvent sans particularité. Donc, pour le diagnostic positif de la maladie de Niemann-Pick, le diagnostic de la Niemann-Pick peut être confirmé par l'analyse de l'ADN et ou par un dosage de la sphingomyélinase des globules blancs. Il peut être effectué en prénatal par amniosynthèse ou par des prélèvements de villosité cordiale. Les tests ADN peuvent également être effectués pour diagnostiquer les porteurs. Finalement, pour le traitement, certains traitements peuvent ralentir ou stopper la progression des symptômes, comme la greffe de la moelle osseuse, la greffe cellulaire des souches et le traitement enzymatique obstructif. Pour l'atteinte pulmonaire, le lavage alvéolaire thérapeutique, c'est un classique traitement de la pneumonie lipoïde, a également été signalé comme étant un traitement relativement efficace pour le type B du Niemann-Pick. Donc, merci pour votre attention. Je vous cède la parole. Oui, je disais que j'étais rassuré que Sonia va apporter le plus dans le service, là, mais pas à ce point. C'est magnifique. Ça y est, je نرجع le service. C'est un dossier magnifique, bravo. Donc, on attend les questions et les commentaires. Moi, peut-être, j'ai une petite réflexion sur dire concernant. Sinon, après, c'est Ali qui voudrait parler. Je donne la parole à Saadi, alors, bien sûr, c'est Ali avant. Merci pour cette très, très belle présentation. Bon, la maladie est une maladie très rare. C'est une maladie neurologique avant d'être une maladie pulmonaire. Mais ce que je veux dire, pourquoi elle a été mise sous antifibrosant au départ, parce que vraiment, je ne sais pas, mais le pattern que l'on voit radiologique n'est pas quand même celui d'une UIP au départ. C'est pour ça que vous avez opté pour l'option de faire la biopsie chirurgicale.
Parce que si c'était une UP comme pattern très net, la biopsie chirurgicale ne s'impose pas. Quand on regarde un peu l'image radiologique, ça justifie la biopsie chirurgicale, mais ça ne justifiait pas au préalable de la mettre sous perfenidone. Et la preuve, c'est que ça ne marchera jamais dans ce cas. Voilà. Tout à fait, ça. C'est ce que je voulais dire, effectivement, parce que la malade a été mise sous perfenidone déjà par un médecin, donc c'est de libre pratique à Béja. Et c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est bien d'avoir des antifibrosants, mais vraiment, il faut vraiment être sûr du diagnostic et de la bonne indication, d'où l'intérêt des RCP pour discuter ces dossiers de PID. Et donc, la malade, lorsqu'elle est venue à notre service, elle était déjà à 3 mois de traitement. C'est un homme, donc il était à 3 mois de traitement. On l'a arrêté, bien sûr, nous, parce que le tableau, ce n'était pas une FPI à la base déjà. Et on a fait la biopsie, etc. Donc, ma réflexion, c'était comme vous avez dit, Sally, donc il faut vraiment, avant d'indiquer un antifibrosant, poser vraiment l'indication et le passage à une réunion RCP vraiment est primordial pour ce genre de dossier. Voilà. Il y a, si Zouhair voudrait intervenir, puis il y a une question écrite pour Sœur Drira et Dr Mariam Hamdi. Zouhair, à toi la parole. Bon, le problème, c'est que pour ce patient, il n'y a pratiquement pas de solution à lui proposer pour cette atteinte bilatérale. Est-ce que vous avez une idée sur le pronostic de cette maladie quand il y a une atteinte de cette façon? Je ne sais pas, Houdé Louis, tu es avec nous? Houdé? Bon, elle n'est pas avec nous. Je vais répondre à sa place parce que c'est l'assistante qui a encadré ce dossier. Oui, Houdé. Est-ce que tu peux répondre aux questions? Voilà. Oui, il y a un problème de connexion. Ça fait beaucoup d'efforts pour ce malade. Donc voilà, je te donne la parole pour répondre. Fadal Houdé. Oui. Donc, docteur Je n'ai pas entendu la question. Tu peux répéter la question si celui-ci? Voilà, je me disais, est-ce que vous avez quelque chose à proposer pour ce patient et quel est le pronostic de cette atteinte dans ce genre de situation? Alors, concernant le traitement, généralement dans la littérature, le traitement n'est pas aussi codifié. Il parle généralement de grands lavages, le lavage thérapeutique, comme celui dans la pathologie de la lipoprotéinose alvéolaire, et ceci dans les formes très graves. Et pour les antifibrosants, non, je ne pense pas. Dans la littérature, ça n'a pas été noté dans la littérature. Eh bien, je vais dire, en fait, Kram donne raison à Sally pour le traitement par pirfenidone. Et puis, les questions concernent le traitement de Ikram et Mariam Hamdi. D'abord, est-ce que le lavage thérapeutique… Allô? Oui, est-ce que Houda a répondu pour les questions d'Ikram? Vous allez la traiter par des lavages thérapeutiques. Allô? Oui. C'est bon, Sirdi Rakadi résume les questions. Et quel traitement a été indiqué pour votre patiente après avoir retenu ce diagnostic? C'est la question de Mariam Hamdi. Donc, ça tourne autour du traitement. Est-ce que le lavage thérapeutique, tu as répondu, et quel traitement tu prévois pour ça, après le diagnostic? Houdé? Bon, je peux répondre parce qu'elle a une mauvaise connexion. Donc, en fait, ça rappelle un peu, Madame Delir, elle a posé la question, Mariam également, ça rappelle un peu la protéinose alvéolaire, c'est-à-dire le lavage, c'est lorsque le malade devient, il se dégrade sur le plan fonctionnel respiratoire, il devient hypoxique, etc. Donc, à ce moment-là, on va proposer le lavage thérapeutique, mais il n'y a pas autre alternative thérapeutique. D'ailleurs, j'ai une malade, c'était une dame, lorsque j'étais au pavillon D, qui a une protéinose alvéolaire et chez qui j'ai fait un lavage thérapeutique parce qu'elle est devenue hypoxique, elle a dégradé sa fonction respiratoire. On a fait les 2 poumons en alternance d'1 mois et maintenant, elle va très bien. Ça fait maintenant facilement 4 ou 5 ans qu'on a fait le lavage et elle va pour le moment. Elle est stable pour le moment. Donc, pour ce patient, en fait, parce qu'on a mis presque une année pour confirmer le diagnostic. Parce qu'au départ, on a fait la biopsie, mais il fallait confirmer par le test enzymatique. Et lorsque je suis venue au pavillon A, donc j'ai trouvé Houdé qui est un peu embêtée parce qu'elle n'a pas su comment confirmer. Et on a appelé, je remercie Dr Yalevi que j'ai appelé. Il nous a donné donc les coordonnées de nos collègues à la RAPTA. Et la RAPTA, c'est eux qui ont contacté l'équipe de Farhat Hached.
Et comme ça, donc, en faisant beaucoup de coups de téléphone, on a pu avoir la confirmation diagnostique parce qu'il était important vraiment de savoir qu'est-ce qu'il a au juste le patient, bien qu'il n'y a pas beaucoup de choses à lui fournir. Mais quand même, il y a un traitement qui est efficace, surtout que grâce à ce dosage enzymatique, c'est le type B, c'est le meilleur pronostic des 3 types. Donc, heureusement pour lui. Donc, on l'a contacté là, parce qu'on vient d'avoir le résultat il y a 10 jours presque. On l'a contacté, il a eu le Covid malheureusement. Donc, si vous avez noté, il y a quand même une aggravation de son état. Il était à 96, il devient à 93 à l'air ambiant. Déjà, le dernier bilan de décembre 2021. Maintenant, après le Covid, on va le contacter pour réévaluer son état et voir s'il a vraiment besoin maintenant d'un lavage ou pas. C'est le seul traitement qu'on va, c'est-à-dire surveiller jusqu'à dégradation de la fonction respiratoire. Le type B, c'est le meilleur pronostic par rapport au 3, donc au mieux pour notre patient. Voilà. Merci. Sonia Sibachir Louzi, que je salue parce qu'il m'a dit bonjour dans le message. Je te passe la parole, Bachir. Bonsoir tout le monde. Je rejoins, c'est Ali, par rapport à l'approche, et je rejoins l'explication de tout le staff. Il n'y avait rien qui évoquait l'UEP sur le scanner. Donc, pour après, il ne faudrait plus garder le terme d'UEP parce qu'on est plutôt dans une forme, on est dans l'alternative diagnostique. On est dans un verre dépoli dominant, il prédomine au niveau des bases, avec quelques lésions d'emphysème, et c'est bien, donc l'attitude a été de faire la biopsie chirurgicale. Alors, je serais curieux aussi de voir l'anapath, comment ils ont interprété, parce qu'en dehors de l'aspect de l'infiltration, est-ce qu'il y avait des lésions de fibrose? Parce qu'il n'y a rien de fibrose sur les radios. Alors, je veux dire que l'aspect, c'était plutôt du verre dépoli de la réticulation. Et je rejoins donc par rapport à la pirfenidone. Peut-être on reviendrait à la pirfenidone après échec des thérapeutiques telles que le lavage et si la fibrose réellement progresse. Et à ce moment-là, ça serait une indication d'antifibrosant dans le cadre d'une pléidée fibrosante. On est dans un autre cadre. Donc voilà, c'était juste pour… Alors, je serais curieux de voir l'anapath, à part l'aspect de l'infiltration. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres arguments et comment ils ont trouvé en termes d'infiltration? Voilà. Oui, ils n'ont pas trouvé… merci Silouzi pour votre question. Effectivement, il n'y avait pas de lésion de fibrose sur l'anapath. Donc, quand vous le dites, il n'y avait pas une indication déjà à la pirfenidone d'emblée. Voilà. Je comprends. Donc, parce que l'aspect vraiment radiologique, il y avait… Oui, non. Peut-être qu'on peut imaginer un autre jour, mais là, c'est un aspect, donc, pour corriger, donc, dans la discussion, il faut peut-être ne pas utiliser le terme d'aspect du UP ou la pas UP. Il faut plutôt définir radiologiquement qu'il y avait une prédominance de verre dépoli, d'aspect de lésion, et que l'anapath, et c'est ce qu'il faut faire, la biopsie chirurgicale, c'est tant mieux, elle a pu apporter le diagnostic. Ouais. Zouhair, tu as la main levée, tu voudrais intervenir, Zouhair? Oui, je me disais comment on peut traiter cette maladie par des lavages itératifs alors que le lavage ne trouve pas de cellules, cellules pathologiques. C'est ça qui me chiffonne un petit peu. Ah, non, c'est comme pour la protéinose alvéolaire, Zouhair. C'est lorsqu'il y a une dégradation de la fonction respiratoire. Donc, on fait des lavages thérapeutiques qui vont jusqu'à 20 litres, voire plus, de façon alternative les 2 poumons, jusqu'à voir, donc si jamais la malade, généralement, il se stabilise des années. Hein, la malade qui avait la protéinose alvéolaire, maintenant, ça fait 5 ans, voire plus. Hein. Non, peut-être qu'il faudra voir dans les macrophages, est-ce qu'il y a des inclusions lipidiques? Si, elle a dans la description de l'anapath. Dans le lavage. Non. Ils n'ont pas mentionné ça. Non. Mais par contre, comme a dit Amen Ibn Mansour, il faut prévoir une consultation génétique. Effectivement, Amen, tu as raison. Donc, on va prévoir tout ça. D'ailleurs, ils disent qu'il faut un conseil familial, etc. Effectivement. On vient d'avoir le résultat, donc ça fait vraiment une dizaine de jours. Il y a une remarque de Chirine que je salue. Il y a, Chirine Moussa, il y a par contre quelque chose à faire, c'est le conseil familial, oui. C'est une maladie autosomique récessive et pas de fibrose sur l'anapath. Je pense que oui, tout à fait. Et Amen Ibn Mansour, faut-il prévoir une consultation génétique, un conseil familial? Donc, les deux se rejoignent sur l'intérêt du conseil familial et l'étude génétique.
Voilà. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres remarques. On peut passer au dossier suivant. Oui, merci Maroua. Donc, on passe au dossier de l'équipe de Magislim, service professeur Louzir, Madame Aziza Ben Naya. Tfadala, Aziza. Bonsoir, bonsoir chers maîtres, bonsoir chers collègues. Alors, je vais partager l'écran. Est-ce que vous l'avez? Oui, oui, c'est bon. Tu le mets en plein écran, tout simplement. Oui, oui, bien sûr. D'accord. Alors, je vous présente un homme de 69 ans, ancien tabagique sevré. Il a comme antécédent diabète type 2 depuis 1995, actuellement insulino-nécessitant au stade de complications dégénératives, à type de cataracte opérée et de neuropathie périphérique sous Prégab 150, une gélule par jour, HTA depuis 2005 sous mesure gynédiététique, dyslipidémie, coronarien stenté en 2017 et en 2019, une embolie pulmonaire proximale gauche diagnostiquée en janvier 2020, survenue dans les suites d'une chirurgie de cholécystite aiguë sous Saint-Tran. Il est suivi depuis 2009 pour une PID fibrosante. À la TDM, image en rayon de miel périphérique prédominant au niveau du poumon gauche avec un gradient apico-basal avec des réticulations intralobaires. Bilan étiologique fait, pas de signe extrathoracique, LBA liquide hypercellulaire à 245 000 par millilitre à formule normale, macrophage était à 81,6%, lymphocyte 8%, PNL 8,2%, PNE 2%, bilan immunologique était négatif. Le retentissement fonctionnel respiratoire en 2009, une VEMS à 2,43 litres, soit 71,6%, une CVF à 2,86 litres, soit 66,6%, un VEMS sur CVF à 85,1%. TDM faite en 2010, il y avait une stabilité des lésions de fibrose, après perdu de vue, puis reconsulte en 2011. En 2011, la spirométrie avait montré un VEMS à 2,29 litres, 67,8%, CVF à 2,67 litres, 62,1%, VEMS sur CVF 85,9%. Une biopsie pulmonaire chirurgicale a été indiquée, mais récusée au stade de chirurgie thoracique. Le diagnostic de PID idiopathique a été retenu et le patient a été mis sous corticothérapie systémique à la dose de 0,5 mg par kilo par jour. L'évolution à 2 mois de corticothérapie, il n'y avait pas d'amélioration clinique avec une majoration de sa dyspnée, décision du staff, dégression donc de la corticothérapie et introduction de l'Imurel, traitement maintenu de 2011 à 2016. TDM faite en 2016 avait montré une majoration des lésions de rayons de miel prédominant à gauche avec des rayons de miel à la base droite. Le retentissement fonctionnel respiratoire en 2016, VEMS 1,79 litres, soit 54,5%, CVF à 1,95 litres, 46,1%, VEMS sur CVF 91,8%. Le bilan immunologique en 2016, les anticorps antinucléaires étaient positifs à 1 sur 200, la cryoglobulinémie était négative, les anticorps anti-DNA natifs étaient négatifs également. Décision du staff de 2016 était d'arrêter les corticoïdes et l'Imurel et à présenter à nouveau pour biopsie pulmonaire chirurgicale. Biopsie pulmonaire chirurgicale faite en janvier 2017. Et donc là, je cède la parole à Dr Ayedi. Merci. Bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Oui, Dr Ayedi, bonsoir. Alors voilà, donc une biopsie chirurgicale a été faite. Alors, la première biopsie, donc une biopsie au niveau de la lingula, une biopsie du lobe inférieur, mais malheureusement, ils ont porté sur des fragments bulleux. Comme vous voyez sur ces images, c'était un parenchyme pulmonaire emphysémateux. Il n'y avait pas de fibrose, il n'y avait pas de patterns donc, en faveur de l'UIP sur ces prélèvements. On a eu, suivante. Voilà. Et puis, on a eu un troisième prélèvement qui faisait environ 2 cm de grand axe, une biopsie au niveau du culmen. Et là, après avoir réalisé donc, une analyse lésionnelle, on trouve une fibrose donc, interstitielle mutilante, donc un remodelage de l'architecture pulmonaire avec un aspect en rayon de miel. Suivante. Voilà le rayon de miel avec une broncholisation alvéolaire et tout autour du rayon de miel, on voit bien la fibrose donc mutilante. Suivante.
Et puis, on retrouve aussi des foyers de prolifération fibroblastique, donc une fibrose là au niveau des flèches blanches, une fibrose jeune, active, sous la forme d'un tissu conjonctif fibromyxoïde. Suivante. Alors là, on est limité, non, on est limité, celle d'avant. Voilà. On est limité à analyser un seul prélèvement donc, chirurgical. Les deux autres ont porté sur des prélèvements donc, bulleux, alors que selon les recommandations pour avoir un diagnostic précis, il faut des biopsies chirurgicales d'au moins 3 cm au niveau de 2 sites différents et bien sûr orientées par les aspects scanographiques. Alors, suivante. Voilà, selon les recommandations de l'ATS selon les recommandations de l'ATS en 2018, donc il faut faire une analyse lésionnelle et synthétique afin de rechercher les différents patterns de l'UIP et selon les patterns retrouvés, on doit choisir une des 4 catégories, à savoir l'UIP certaine, l'UIP probable, l'UIP indéterminée et un diagnostic alternatif. Alors, pour notre patient, suivante. Alors, ce n'est pas une IP certaine à l'examen histologique parce que pour parler d'UIP certaine, il est nécessaire d'avoir les 4 critères. La fibrose mutilante, on l'a. L'atteinte disséminée du parenchyme par la fibrose, on ne l'a pas puisqu'on a un seul prélèvement et on ne voit pas l'hétérogénéité lésionnelle et le caractère disséminé. Les foyers fibroblastiques, on les a. Et on n'a pas d'autres signes qui suggèrent à notre diagnostic. Donc, pour notre patient, ça serait une UIP probable. Alors, si on voit la case UIP probable, fibrose marquée, distorsion architecturale avec grillon de miel, absence, donc voilà, avec absence soit de foyer fibroblastique ou absence d'atteinte disséminée, mais pas les deux à la fois. Donc, nous, on ne peut pas confirmer l'atteinte disséminée, mais les foyers de prolifération fibroblastique, on les a. Suivant. Voilà, donc il nous manque un critère. Donc, ça, c'était pour vous illustrer ce qu'est une atteinte disséminée, donc de topographie sous-pleurale. Voilà, 2 prélèvements au niveau de 2 lobes différents. Et vous voyez bien ici donc des lésions de fibrose qui sont séparées par des intervalles de parenchyme pulmonaire sain, ce qu'on ne peut pas confirmer chez notre patient. Donc, on va choisir la catégorie histologique UIP probable. Voilà. Suivante. On a recontrôlé le patient avec une spirométrie en 2017 qui a montré un VEMS à 1,62 litres, CVF à 1,94 litres, VEMS sur CVF 83,53% et la CPT à 3,68 litres. La décision du staff de 2017, la présentation scanographique est en faveur d'une UIP atypique, prédominance des lésions à gauche, et biopsie pulmonaire en faveur d'une UIP. S'agit-il d'une UIP secondaire à une maladie systémique avec un bilan immunologique actuellement négatif? Donc, le patient symptomatique de toux sèche, donc on a repris la corticothérapie 15 mg de prédnisone avec de l'Imuret, traitement pris de mars 2017 à septembre 2019. Contrôle du bilan immunologique en 2019, Deutz-myositis était négatif, les anticorps anti-ENA négatifs, facteur rhumatoïde négatif et anticorps anti-CCP négatifs. Examen rhumato en 2019, pas de signe en faveur d'une PR, bilan étiologique négatif. L'évolution TDM en 2019, évolution de l'atteinte interstitielle vers la fibrose. Le FR de 2019, VEMS 1,64 litres, CVF 1,87 litres, VEMS sur CVF 87,3%. Décision du staff de 2019. Donc, il existe une aggravation radiologique sous Immurel et corticothérapie, donc on a arrêté le traitement et contrôle dans 3 mois. Mais le patient a été perdu de vue durant une année, réhospitalisé en 2020, puis transféré en cardio pour un syndrome coronarien aigu. Perdu de vue à nouveau durant 1 an et demi. Donc, actuellement, le patient il se plaint de dyspnée stade 2 MMRC, une toux sèche, douleur thoracique d'allure angineuse, arthralgie d'allure mécanique touchant les grosses et les petites articulations. À l'examen, pas d'hypocratisme digital, auscultation pulmonaire libre. Bilan immunologique, facteur rhumatoïde, anticorps anti-CCP négatif. Les anticorps antinucléaires étaient positifs à 80, c'était un titre non significatif. Les anticorps anti-ENA négatifs, Deutz-myositis négatif et les ANCA négatifs.
Par ailleurs, donc, on a découvert à la NFS une hyperéosinophilie à 710. Aux anciennes NFS en 2019, 220, 2020 était à 430. Il s'agit d'une hyperéosinophilie légère. Donc, on a complété quand même par le frottis sanguin. Absence d'anomalie morphologique, 3 EPS espacés et rien à signaler. Sérologie VIH, hépatite B, hépatite C en cours. Les marqueurs tumoraux étaient négatifs et la sérologie toxocarose est en cours. Radiographie et écho articulaire des mains et des épaules faites, pas de signe en faveur d'une arthrite, donc la vie rhumato, une PR était éliminée devant la normalité de l'écho et la négativité du bilan immunologique. Le TT fait le 26 janvier 2022 avait montré une cardiopathie hypertensive à FEVG conservé, fraction d'éjection à 59% et pas de valvulopathie significative. Le FR de 2022, il a montré un VEMS à 1,67 litres, CVF 1,99 litres, VEMS sur CVF à 83,9% et la CPT 2,89 litres, donc stabilité des EFR depuis 2016 jusqu'à 2022. Ce diagramme, il montre l'évolution de sa fonction respiratoire. On a les spirométries de 2009 jusqu'à 2022. Donc, prise de corticothérapie en 2010, c'était la première prise de corticothérapie. Après, on a rajouté de l'Immurel en 2011. De 2011 jusqu'à 2016, il a pris de la corticothérapie avec de l'Immurel, où il a atteint le nadir de sa VEMS et de sa CVF. Après, donc, on a arrêté la corticothérapie et on a réintroduit la corticothérapie en 2017 devant la non-amélioration de sa fonction respiratoire. Et après, on l'a arrêté en 2019. Après, le patient a été perdu de vue. Ceci est une vidéo de sa dernière tomodensitométrie faite le 12 janvier 2022. Voilà. Donc, voilà. C'est des clichés de son scanner de 2010, 2016, 2019 et 2022, donc où on remarque une aggravation de ces lésions de 2010 à 2016. Après 2019, donc les rayons de miel de 2019 à 2022, il y avait une stabilité de ces images scanographiques. Voici d'autres clichés. Donc, l'évolution sur 12 ans avec une stabilité des EFR sur 6 ans est contre la fibrose pulmonaire idiopathique. Donc, quelle thérapeutique à proposer chez ce patient? On a le diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique en fonction du scanner, HR et les biopsies. Pour ce patient, pour l'aspect histopathologique, il était plutôt en faveur d'une PIC probable. Aussi pour le scanner, donc voilà, c'est tout. Merci, Dr Benaya, pour ce dossier qui pose certainement beaucoup de questions, qui va poser beaucoup de questions. Déjà, vous avez une question de professeur Mjid. Bonsoir. Des lésions, d'abord, c'est une remarque. Les lésions asymétriques. Bonsoir, Serdira. C'est un plaisir. Aïe, que c'est partagé. Mariam, tu veux poser la question directement? Tu veux faire la remarque directement? Vas-y. Oui, moi, je pense que le fait que les lésions soient asymétriques, qu'elles prédominent à gauche, ça n'élimine pas un pattern radiologique du IP certain. D'ailleurs, sur les recommandations de l'ATS ERS, c'est même assez fréquent que les lésions du IP certaines ne soient pas toujours symétriques. Des lésions asymétriques peuvent exister dans 20 à 30% des cas. Donc, je ne sais pas si c'est sur ce critère que une UIP certaine n'a pas été retenue sur l'imagerie. Il y a une réponse à ce commentaire? Non. Sinon, Mej Islam pose aussi la question, PID avec fibrose progressive, c'est une indication antifibroson.
d'autant plus que, attends, d'autant plus qu'on n'a pas de diagnostic alternatif. Quel commentaire voudrais-tu apporter, Docteur Benay, à ces deux commentaires? Tu voudrais dire quelque chose? Si le Sir veut répondre, dans les Sirtira, il a levé la main. Béchir, vas-y. Je n'ai pas vu la main de Béchir, j'ai vu la main. C'est Ali Bekhadr voudrait intervenir. Non, je voulais dire à Mariam, que je salue d'abord, que le problème, ce n'est pas le problème de l'unilatéralité, parce qu'on peut avoir des UIP unilatérales, mais c'est difficile d'avoir des UIP qui sont stables. Parce que là, au niveau de la progression, c'est une progression qui a eu lieu à un moment donné, puis c'est stabilisé. Généralement, les UIP, logiquement, elles sont instables et irréversibles. Là, on est en face d'une PID qui est stable, mais n'est pas irréversible. Elle est irréversible. Donc, ce n'est pas l'allure d'une IP dans sa caractéristique de progression. C'est ça ce qui m'embête. Parce que là, le gros problème, ce serait, et si on avait mis le traitement antifibrosant, eh ben, on aurait dit qu'il aurait marché. Alors que là, tu vois, il s'est stabilisé de lui-même. C'est un peu la question qui se pose en gros. Je pense que Béchir va soulever ce problème. Béchir, puis Nadia Miri aussi. Béchir, vas-y. C'est aller exactement, c'est du tic au tac, en harmonie totale. Alors, je suis tout à fait de la même approche que Ali, dans le sens que le profil évolutif n'est pas celui d'une fibrose pulmonaire idiopathique. Elle est là depuis 2009, et là aujourd'hui on est en 2022, donc ça fait 13 ans. C'est le premier constat. Le deuxième constat, la présentation radiologique, le pattern, je dis bien, je ne dis pas que ce n'est pas une fibrose, mais le pattern n'est pas celui d'une UUP ni probable ni certaine. C'est plutôt un pattern d'une UUP indéterminée. Les rayons de miel se répartissent à prédominance supérieure et dans les régions centrales, donc ce n'est pas un pattern que nous avons habituellement dans les UUP probables ou dans les UUP certaines. Si on fait les croisements maintenant, si on revient au tableau, ce n'est pas le tableau au probable tel qu'on l'a plus ou moins présenté, Houdet, c'est plutôt un croisement qui fait qu'on passe UEP probable à l'histologie avec UEP probable à la radiologie. Ce qui nous ramène comme diagnostic final comme étant une fibrose pulmonaire idiopathique possible. Ce n'est pas comme si c'était dans le probable, on est dans l'indéterminé. Donc, même dans la discussion, on est plutôt dans l'UEP avec cette anapathe, on est plutôt dans l'UEP possible, qui n'est pas une hypothèse définitive. Donc, au vu de l'évolution, c'est difficile de la considérer comme fibrose pulmonaire idiopathique. Et donc, la discussion, elle reste ouverte, comme on est en train de discuter, et comme l'a bien dit Ali, qu'il y a les profils évolutifs qui nous donnent dans cette voie qu'on n'est pas dans une UEP, même si l'anapathe a trouvé l'aspect du UEP probable. Alors, je reviens à la présentation, et c'est vraiment magnifique. On revoit un peu toutes les thérapeutiques à travers le temps que nous avons utilisées ces 10 dernières années dans la prise en charge de la fibrose pulmonaire idiopathique. Parce que vous vous rappelez, en 2009, la décision du staff était un aspect qui peut évoquer une UUP, et on donnait à ce moment-là l'humorel et les corticoïdes, c'est ce qu'il y avait pour la fibrose pulmonaire idiopathique. Après, il y a eu bien sûr les antifibrosants. Maintenant, ce malade-là, il y a eu par moments des stigmates d'auto-immunité et de manifestations extra-respiratoires, mais on n'a jamais mis la main sur une pathologie systémique à l'origine de ce processus fibrosant. Dans tous les cas, cette discussion maintenant, que ce soit une UEP certaine ou la hypothèse diagnostique ou quelque chose, on est dans la fibrose. Elle est rentrée dans la fibrose par la voie de la progression. Alors maintenant, est-ce qu'elle progresse suffisamment pour justifier les antifibrosants? Moi, je me retiendrai un peu, sauf si vraiment je vois une cassure de la courbe pour introduire les antifibrosants. Très bien. Je vais juste passer le commentaire de Kram Drir avant de passer la parole à Nadia Mir et puis Houdet Snen.
Donc, ICREM pense que c'est une pneumopathie infiltrante fibrosante lentement progressive. C'est une indication à l'OFEF. Et donc, je passe la parole à Nadia Mir et puis Roudesnet. Donc, c'est pour confirmer un peu ce que… Bonsoir tout le monde. Donc, je confirme ce que vous venez de dire. C'est un patient que je suis depuis 12 ans. Au début, il était donc pris en charge à la RAPTA. Et vraiment, c'est une forme qui est très atypique étant donné que les lésions étaient au début quasiment localisées à gauche. Il n'y avait pratiquement rien à droite. N'ayant pu faire de biopsie chirurgicale, donc on a décidé de le mettre sous Immurel et corticoïdes. Le malade s'est amélioré et on a décidé, devant la stabilité, d'arrêter le traitement. Donc on a continué à le suivre et puis on a constaté qu'il y avait par la suite une progression. Donc là, actuellement, le patient, les lésions se majorent, mais de manière très progressive. Et puis, il a un autre problème, c'est une cardiopathie ischémique. Et on a l'impression, c'est ça qui le gêne. D'ailleurs, il a une coronarographie qui va être prévue, qui est prévue. Et peut-être qu'il faut attendre un peu avant de décider de le mettre sous traitement antifibrotique et voir un peu l'évolution de son problème cardiaque. Donc, il est clair que là, c'est une forme qui est très atypique et donc là, on a un problème étiologique. Docteur Snen. Bonsoir à tous. Merci Sali, merci Habib. Je suis très honorée de participer avec vous ce soir pour le staff. Donc, je rejoins ce qu'a dit Dr Lozir et Dr Mhiri. Pour ce qui est de son problème cardiaque, donc il a eu une échographie hier matin, donc qui a montré qu'il a bien récupéré après son dernier stenting. Donc la FEVG elle est conservée, mais il garde quand même des douleurs angineuses, comme a dit Madame Mhiri. Il va faire une nouvelle coronarographie. Sur le plan fonctionnel respiratoire, il est vraiment stable. Sur le plan articulaire, on a tout fait, donc on n'a pas trouvé quelque chose qui est en faveur d'une maladie inflammatoire ou une maladie systémique. Donc, pour le traitement, il y a aussi le fait qu'il prend du Syntran, donc par rapport aux antifibrotiques. Donc, on est en train de voir la possibilité aussi de l'arrêter ou pas parce que ça représente une contre-indication. Donc, comme a dit Dr Lozir et Dr Mhiri, on va peut-être attendre un petit peu et voir déjà son problème cardiaque, la résolution de sa coronaropathie et décider par la suite. Merci. Professeur Madj, Sonia Madj, vas-y. En fait, ça me rappelle un peu un cas que je suis depuis 2014, effectivement, pour une UIP. Effectivement, c'était un malade qui restait stable avec une évolution très, très lente depuis 2014. Il s'est aggravé depuis 2 ou 3 mois avec une aggravation de la dyspnée, une légère aggravation des explorations fonctionnelles et une légère aggravation scannographique. Mais vraiment, c'est-à-dire, c'est vrai, comme a dit Sali, habituellement les UIP, c'est une évolution fibrosante assez rapide, mais on en voit, moi aussi j'ai un cas pareil depuis 2014 qui évolue comme ça, et il a été staffé en RCP de l'Ariana, et c'est vraiment c'est une indication à le faire parce que à partir du moment où on pose le diagnostic d'une fibrose pulmonaire idiopathique, parce que je vois ce patient, c'est un tableau quand même, là n'a pas, Dr Ayed a dit c'est une UIP probable déjà, avec un tableau qui concorde convenablement avec un bilan étiologique qui reste négatif depuis 2009. Nedia a dit, donc elle le suit depuis 2009. Donc, je pense que le diagnostic de FPI ne fait pas de doute chez ce patient. Et à partir du moment où on fait le diagnostic, c'est une indication, un antifibrosant. Maintenant, il y a le problème cardiaque surajouté. Là, oui, effectivement, il faut attendre un peu, stabiliser le problème cardiaque. On est d'accord, il ne faut pas commencer immédiatement le faire. Moi, c'est… Voilà. Très bien. Zouhaïr Suissi. Voilà, moi j'ai constaté que sur 6 ans, le malade n'a pas bougé. Sa capacité vitale, son VMS n'a pas beaucoup bougé. Donc, je me demande, est-ce qu'il y a vraiment une indication aux antifibrosants avec une stabilité spirométrique et l'absence d'aggravation de la fonction respiratoire? Très bien. Bon, je vois qu'il n'y a pas d'autres commentaires. Professeur Soraya Fenich, tout à l'heure, a posé la question, est-ce que vous êtes sûr que c'est un staff interservice ou c'est un RCP PID? Je crois que c'est le prochain dossier qui va être déterminant. Si c'est toujours de la PID, c'est que c'est sûrement un RCP, sinon c'est un staff interservice. Sonia, je te passe la parole pour le prochain dossier.
Voilà. Merci Aziz, merci à toute l'équipe de Mongislim. Et on passe maintenant à l'équipe de l'hôpital militaire, professeur Zied Moatami. Et j'ai l'honneur d'inviter Madame Nedé Gueder qui va présenter son cas clinique. À vous la parole, Nedé. Donc, bonsoir, chers maîtres. Je vais vous partager mon écran. C'est bon? C'est parfait, juste plein écran, diaporama, voilà. Donc, je vous présente le cas de Monsieur SS, âgé de 21 ans, originaire de Nabeul. Il est sportif de haut niveau, footballeur professionnel. Il n'est pas tabagique, sans antécédents pathologiques notables, notamment pas de notion d'atopie ni familiale ni personnelle, pas de prise médicamenteuse, pas de vaccination anti-Covid qui n'existait pas à cette époque et pas de notion de voyage récent à l'étranger. Donc, l'histoire remonte en septembre 2020 lorsqu'il a été hospitalisé en urgence dans un tableau de détresse respiratoire aiguë et la symptomatologie à l'interrogatoire remontait à 1 mois et associait une toux sèche avec une dyspnée d'aggravation progressive évoluant dans un contexte d'altération de l'état général avec un amaigrissement chiffré à 10 kg en 1 mois. L'examen était normal en dehors d'un syndrome de Raynaud bilatéral et à la biologie, on a noté une hyperleucocytose à 15 700, une thrombocytose à 694 000, une CRP élevée à 232 avec procalcitonie négative et des dédimères élevés à 2730. Donc, voici sa radiographie du thorax. Donc, elle montre une opacité hétérogène du champ pulmonaire droit qui est rétractile, associée à une opacité homogène basale homolatérale, évoquant un épanchement pleural homolatéral. Donc, devant ce tableau d'IRH et un jeune sportif sans antécédents pathologiques notables avec des dédimères élevés, on a suspecté une embolie pulmonaire, d'où un complément par une angio-TDM thoracique a été réalisé et a montré des condensations parenchymateuses avec bronchogramme aérique bilatéral prédominant au lobe supérieur droit, de distribution périphérique, associées à des plages envers polis au niveau du segment apical du LSD, des adénomégalies médiastinales avec un magma sous-carinaire, et au niveau des coupes passant par l'abdomen, une hépatomégalie homogène. Donc, dans le cadre du bilan étiologique et devant l'épidémie Covid, on a complété par PCR à SARS-CoV-2, revenu négatif à 3 reprises, une sérologie Covid qui était également négative, et devant l'aspect scanographique, on a complété par une fibroscopie bronchique qui a montré un aspect inflammatoire de l'arbre bronchique droit, une cytologie bénigne à l'aspiration bronchique et au lavage broncho-alvéolaire, une hypercellularité à 1404 10 puissance 3, avec à la formule cellulaire une hyperéosinophilie à 26%, des macrophages à 56%, des lymphocytes et des PNN à 10%. Et en revérifiant la numération formule sanguine faite à l'admission, on a noté une hyperéosinophilie à 3000. Donc, à ce stade, donc, on est devant un syndrome hyperéosinophilique périphérique et au lavage broncho-alvéolaire associé à des condensations radiologiques chez un jeune sans antécédents pathologiques notables. Et donc, le diagnostic posé était une pneumopathie à éosinophile. Donc, dans le cadre du bilan étiologique, on a complété par toutes ces explorations. Donc, avec l'examen parasitologique des selles à la recherche d'une parasitose, un examen qui était négatif, un bilan immunologique et une capillaroscopie devant le syndrome de Raynaud à la recherche d'une vascularite, notamment une polyangéite une granulomatose éosinophilique avec polyangéite qui était négative, une biopsie ostéomédulaire qui a montré une hyperéosinophilie sans anomalie en faveur d'une hémopathie maligne ou d'une cause secondaire, et à la biologie moléculaire, une recherche du transcrit FIP1L1 PDGFRA par RT-PCR à la recherche d'un syndrome hyperéosinophilique dans son
variant myeloprolifératif qui était négatif, une recherche de la mutation JAK2 V617F et du transcrit ABL, BCR-ABL à la recherche d'un syndrome myeloprolifératif qui était négatif également. Donc, devant cette impasse diagnostique, on est allé jusqu'à la biopsie scano-guidée faite le 9-10-2021 qui a montré une muqueuse discrètement œdémateux-inflammatoire sans signe de malignité. Donc, d'où un complément par biopsie ganglionnaire et pulmonaire chirurgicale avec une étude immunohistochimique complète qui a conclu à une hyperéosinophilie pulmonaire avec aspect de pneumopathie organisée sans étiologie apparente pouvant entrer dans le cadre d'un syndrome d'hyperéosinophilie et a infirmé par ailleurs la présence de signes histologiques de malignité. Donc, au total, c'est un tableau récapitulatif des étiologies des pneumopathies aéosinophiles qu'on a cherché à éliminer par les examens complémentaires suscités et qui regroupe les pneumopathies aéosinophiles d'étiologie déterminée, parmi lesquelles on cite l'origine parasitaire, allergique, iatrogène médicamenteuse, post-radique, immunoallergique d'origine toxique ou la BPA, et les pneumopathies aéosinophiles d'étiologie indéterminée, qui regroupe la pneumonie chronique idiopathique aéosinophile, la pneumonie idiopathique aiguë aéosinophile, les vascularites aéosinophiles, les syndromes hyperéosinophiliques chroniques et la bronchiolite oblitérante hyperéosinophilique. Et donc, on était devant un patient âgé de 21 ans, non tabagique, sportif de haut niveau, sans terrain d'atopie, qui présente en se basant sur la biopsie pulmonaire et l'étude immunohistochimique, et après avoir éliminé les étiologies secondaires, un syndrome d'hyperéosinophilie symptomatique de manifestations respiratoires isolées. Donc, une atteinte cardiaque a été recherchée par ECG et l'ETT, notamment une fibrose endomyocardique qui a été décrite dans quelques syndromes hyperéosinophiliques a été éliminée. On a éliminé une localisation digestive, cutanée, neurologique centrale ou périphérique et vasculaire. Tout ce tableau cadrant avec une pneumopathie chronique idiopathique aéosinophile. Donc, c'est la maladie de Carrington. Dans les critères diagnostiques, sont des symptômes respiratoires présents depuis au moins 2 à 4 semaines, des opacités alvéolaires diffuses à type de condensation alvéolaire avec bronchogramme aérique ou vers des polis à l'imagerie, en particulier avec prédominance périphérique, une éosinophilie alvéolaire OLBA supérieure à 40% ou éosinophilie périphérique supérieure ou égale à 1000, et absence d'autres causes connues de pneumopathie aéosinophile, en particulier médicamenteuse. Donc, quelle conduite à tenir proposée dans ce cas? On a mis notre patient sous corticothérapie, dexaméthasone 20 mg journalière en IV débuté le 29-10-2020, reçu pendant 4 jours, avec relais par voie orale, prednisone à la dose de 1 mg kg, soit 66 mg par jour, maintenu pendant 6 mois. La pleine dose a été reçue pendant 1 mois, puis une dégression lente a été faite sur 6 mois. Et à noter que la dose de 20 mg a été maintenue pendant 4 mois. Donc, l'évolution était spectaculaire, avec sur le plan clinique une disparition rapide de la toux et de la dyspnée, une amélioration de l'état général des J2 de corticothérapie, avec une prise de poids, à l'imagerie un nettoyage radiologique complet, à la biologie une chute progressive des polynucléaires éosinophiles pour atteindre à 4 mois de traitement la valeur de 570 éléments par millimètre cube, avec négativation de la CRP. Donc, d'où le traitement a été arrêté le 3/5/2021. Donc, malheureusement, à J3 de l'arrêt du traitement, on a noté une reprise d'une symptomatologie respiratoire à type de pression thoracique, dyspnée d'effort, tout avec expectoration muqueuse, sans signe extra-respiratoire associé, avec à la biologie une réascension des polynucléaires à 1100 éléments par millimètre cube. Sur le plan radiologique, réapparition des lésions radiologiques confirmées par les données TDM. Et donc, voici les plaques de la TDM faites le 27-5-2021.
Donc, la conduite à tenir a été de reprendre le traitement corticoïde, 4 jours de Dexa 20 mg, puis relais par voie orale, avec une corticodépendance nécessitant une dose minimale de 20 mg, permettant un contrôle clinique jusqu'à novembre 2021. Donc, le 18-11-2021, et bien que le patient était sous 20 mg de solupred, il s'est présenté avec une symptomatologie respiratoire faite de toux, dyspnée d'effort et un syndrome grippal, et à la biologie, une hyperéosinophilie à 1700 éléments par millimètre cube. Donc, ce qui a Donc, d'où la reprise de la corticothérapie, dexaméthasone 20 mg pendant 4 jours du 18-11-2021 jusqu'au 22-11-2021, puis un relais par corticoïde oral à dose dégressive par palier de 5 mg jusqu'à 20 mg avec une stabilité clinique et radiologique. Donc, en plus de la corticodépendance, le patient a présenté des effets indésirables liés à la corticothérapie au long cours. Il a présenté des blessures avec une rupture de tendon l'empêchant de poursuivre l'entraînement collectif et le poussant à se contenter de séances de coaching individuelles, d'où un retentissement psychologique important. Donc, quelles sont les alternatives thérapeutiques? Donc, il n'existe aucun traitement validé. D'où on a présenté le dossier en RCP spécialisé qui a proposé un traitement à base d'anti-IL5 dans un peu d'épargne cortisonique à raison d'une injection sous-cutanée mensuelle avec une réévaluation après 6 mois. Et la durée du traitement est individuelle et fonction de la réponse de chaque patient. Donc, je vous rappelle que l'IL5 joue un rôle important dans la biologie des éosinophiles, à savoir dans la différenciation, recrutement tissulaire, activation et contrôle de l'apoptose, d'où le rôle des anti-IL5 qui entraînent un arrêt de la maturation de l'éosinophile dans la moelle osseuse et la diminution de ses progéniteurs dans les voies aériennes. Mais à noter que ces médicaments n'ont pas l'AMM, et plusieurs études sont en cours avec des résultats prometteurs. Donc, notre patient a été alors mis sous mépolizumab, traitement démarré le 11 décembre 2021 à raison de 100 mg en sous-cutané, concomitante à une dégression de la corticothérapie avec une bonne tolérance clinique et à la biologie, une baisse des polynucléaires éosinophiles à 160 éléments par millimètre cube. Une deuxième injection a été reçue le 10 janvier 2022 et au bilan ce jour, on avait des éosinophiles à 120 éléments par millimètre cube. Donc, notre objectif serait d'arrêter la corticothérapie et à défaut de maintenir une dose minimale efficace. Merci. Bravo pour ce dossier. Donc, Soraya Finish, c'est en fait RCP-PID, hein, finalement. C'est bien ça. Alors, c'est Bachir Louzir, puis Zohair Suissi. Allez-y. Très belle observation. Je pense qu'on a mené les explorations jusqu'au bout pour finalement retenir la maladie de Carrington, qui était donc suspectée dès le départ. Il s'agit donc bien d'une maladie de Carrington, donc dans le contexte hyperéosinophilique idiopathique. Alors, j'ai quelques commentaires par rapport à l'utilisation de la corticothérapie. En termes de doses, les doses utilisées, elles sont relativement élevées. Et la dégression qui a été faite, je me demande s'il n'aurait pas fallu, à 20 mg, la dégression, il aurait fallu qu'elle soit beaucoup plus lente pour éviter les récidives. Et il est connu, il est classique dans les maladies de Carrington de dégraisser très, très lentement. Et habituellement, c'est rare qu'on ait une résistance à des doses supérieures à 5 ou à 10 mg d'équivalent prednisone par jour. Donc, je pose une question derrière tout ça. Par rapport à la dégression, à mon avis, dose trop forte au départ, 20 mg de dexaméthasone, c'est énorme, 20 mg. Et par la suite, 66 mg et tout ça, c'est des doses élevées. Maintenant, on peut même avoir des réponses à des doses moindres. Et deuxième question que je pose,
est-ce que réellement on a fait la dégression très très lente? Si on l'a faite, est-ce que c'est par des génériques? Et là, je pose le problème. On a eu, nous, des soucis avec des patients et qui étaient corticodépendants, et on avait utilisé, en l'absence du Solupred sur le marché, on a utilisé des génériques, je ne vais pas les citer, et on a eu carrément des insuffisances cérébraliennes, authentiques et confirmées. Donc, je pose une question derrière tout ça, parce que le Carrington, habituellement, il est très, très sensible au corticoïde, et c'est exceptionnel d'avoir des résistances à des doses supérieures à 5 à 10 mg kilo. Donc, je pose la question de la dégression très, très lente, et la question, est-ce que c'était un substitut à la prednisone, un générique, et auquel cas il faut se méfier de l'efficacité de cette corticothérapie? Voilà des commentaires. Très bien. Il y a, Salsabil voudrait intervenir, mais je pense on va écouter les questions en commentaire de Zohair Suisse et Ali Bkhedr, parce que je pense que c'est son dossier. Vas-y, Zohair. Voilà, merci, c'est une excellente observation. Je reviens à la première radio parce que sur la radio, on avait un aspect d'atelectasie, il y avait une déviation de tout le poumon vers la droite, il y avait une atteinte pleurale. D'abord, est-ce qu'il y a une atteinte endobronchique qui expliquerait cette atelectasie? Et la pleurésie, ce n'est pas habituel dans la maladie de Carrington. Est-ce qu'on avait ponctionné pour voir est-ce qu'il y a des éosinophiles dans le liquide pleural ou autre chose? C'est Ali Bkhedr. Remarque sémantique d'abord. Remercier M. Carrington qui a donné son nom à une maladie où on ne trouve rien pour qu'il lui puisse dire que c'est idiopathique. Donc c'est très facile de donner son nom à une maladie où on ne trouve rien. Donc deuxièmement, je voulais demander si le sportif était toxicomane. Et troisièmement, je voudrais revenir à l'IL5 parce qu'il y a vraiment en dehors de l'asthme, il n'y a pas d'études qui sont faites sur la maladie de Carrington. Donc, sur quoi vous êtes basé pour justement instaurer le traitement? Je suis content que ça donne des bons résultats. Et je pense que si ça donne des bons résultats, c'est un papier à publier sur le plan thérapeutique pour attirer l'attention justement de ce produit sur les pneumopathies à hyperéosinophiles, là où le produit n'a pas du tout son AMM. Voilà une petite remarque. Merci. Salsabil, je voudrais apporter des précisions sur les commentaires ou répondre aux questions. Oui, bonsoir, Sahbib. Bonsoir tout le monde. Je suis très honorée d'être avec vous. Oui, effectivement, en fait, c'est juste pour apporter quelques éclaircissements. Alors, concernant pour Dr Bouzir, pour la dégression, en fait, pour la pneumopathie de Carrington, maintenant, c'est décrit, la dégression s'est faite même pour 3 mois. Donc, la dégression, on ne peut pas aller plus que 6 mois. C'est ce qu'on a fait dans notre dossier. Donc, ça c'est la nouvelle recommandation. On n'est pas censé faire une dégression plus longue. Après, les rechutes, ils sont, pour la pneumopathie chronique, vraiment, les rechutes, ils sont décrits dans la littérature. Donc, la pneumopathie aiguë, elle répond mieux à la corticothérapie. Il n'y a pas de récidive. Mais par contre, comme c'est notre cas, pour les pneumopathies chroniques, il y a eu beaucoup de cas de rechutes. Pour ces Zohair, effectivement, donc la pleurésie, c'est pas habituel dans la pneumopathie chronique. Elle est décrite dans la moitié des cas, dans 50% des cas des pneumopathies aiguës à éosinophile. Mais là, notre patient, elle répond aux critères chroniques. Donc, la symptomatologie, elle évolue de plus d'un mois. Mais la présentation, elle était vraiment un syndrome de détresse respiratoire aiguë avec une condensation alvéolaire. Il n'y avait rien en endobronchique. Je précise bien, donc, c'était pas une atelectasie par une obstruction endobronchique, en fait. C'était l'accumulation des éosinophiles dans le parenchyme, donc, mais il n'y avait pas d'atteinte endobronchique. Alors pour le traitement, c'est Ali. Je suis très contente de vous annoncer que vraiment les anti-IL5, ce n'est pas dans le cadre d'asthme qu'on est en train d'utiliser, mais c'est plutôt des essais cliniques dans les pneumopathies chroniques idiopathiques à éosinophiles. Et donc là, le centre de référence à Foch, il est en train d'utiliser ces anti-IL5. Et d'ailleurs, je vous invite à lire le dernier papier dans l'EMC de 2021. Là, il précise bien qu'il y a la place des traitements qui ciblent la voie de l'interleukine 5 en dehors des indications approuvées en cours d'évaluation. Donc là, les indications, les HUMA dans l'asthme.
Ça, c'est approuvé. Mais très bientôt, il y aura un papier qui parlera des anti-IL-5. Il précise bien en 2021 dans l'OMC que c'est en cours d'évaluation. Et notre patient, en fait, on a sollicité leur avis et il fait partie de cette étude internationale sur les anti-IL-5 dans les poumons éosinophiles. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais préciser. J'espère avoir répondu aux questions. Mais reste en ligne. Oui. Selby reste en ligne parce que tu dois répondre à Ikram Drira qui demande à être encore plus convaincue parce qu'elle pense que le patient ne répond pas aux critères de la maladie de Carrington. Qu'est-ce que tu peux dire pour convaincre encore plus? Alors, pour les critères de la pneumopathie de Carrington, c'est une hyperéosinophilie dans le LBA plus de 25%, avec et ou sans une hyperéosinophilie périphérique, associée à un scanner thoracique, voilà, donc les images radiologiques apicales, donc ça c'est un critère diagnostique. Et bien sûr, après avoir éliminé les autres causes déterminées, qu'on a éliminé la parasitose et l'atteinte médicamenteuse. Je précise bien aussi je pense que Dr Bouzir ou Dr Suisse avait demandé s'il était toxique. Plutôt c'est Ali Ben Khadr. Donc, il n'y avait pas de produits toxiques pour le patient. Et juste pour revenir à Dr Bouzir, effectivement, la corticothérapie, c'était un générique. On n'avait pas le princeps pour ce patient. Alors, donc, il répondait aux critères. Donc, tout le bilan on est allé même jusqu'à la biopsie chirurgicale pour confirmer le diagnostic d'une pneumopathie chronique à eosinophilie. Je ne sais pas pour Dr Dira, sur quel argument, je pense, qu'il lui a semblé dans le dossier. L'aspect radiologique, il est typique. L'hyperéosinophilie dans le LBA, l'hyperéosinophilie périphérique et la biopsie chirurgicale. Et toutes les autres étiologies déterminées ont été éliminées. Voilà. Sonia, vas-y. C'est juste une réflexion concernant la remarque qu'a dit Zohaïl pour la rétraction. Donc, Selby, tu as dit cette rétraction, c'est dû à l'accumulation des éosinophiles dans les voies aériennes. Donc, est-ce que la radio de contrôle après l'interleukine 5, donc il y a eu un changement, donc il n'y a plus cet aspect de rétraction? Docteur Maz, 48 heures de corticothérapie et la radio, elle est redevenue normale. Nadé, s'il te plaît, si tu peux partager ton écran pour nous faire voir la radio d'évolution. Je te crois. Non, si, c'est marqué dans. C'est en fait 48 heures de corticothérapie. On l'a vu, oui, c'est clair, oui, on l'a vu passer. Et voilà, donc sur le plan respiratoire, la gaziométrie, l'état général et la radiographie du thorax, c'est au bout de 48 heures qu'il y a le nettoyage. Voilà. Si Béchir voudrait réintervenir, c'est ça? Ou c'est une main qui est restée levée? Yazid. Oui, après Béchir, parce que je pense que Béchir veut intervenir aussi. Oui. Alors, effectivement, donc il y a quelques publications d'utilisation de l'anti-IL-5 dans le traitement des poumons hyperéosinophiliques et du Carrington. Oui. Et ce sont des utilisations hors AMM, mais il y a eu des publications. C'est hors AMM, oui, c'est vrai. C'est hors AMM. Commentaire. Et je reste toujours pour la notion de dose. Habituellement, ça me dérange un peu de dire résistance à 20 mg, Salsabil. Telle que la notion classique de Carrington, quand même, on a moins de risque de récidive quand on fait des dégressions très lentes et on reste à des faibles doses. Vous savez, il y a une notion qu'il faut peut-être approfondir un peu plus. Oui, docteur Lozi, je suis tout à fait d'accord. Si on aurait pu prolonger, sauf qu'on était vraiment harcelé par la famille. C'était un sportif de haut niveau qui faisait des effets indésirables sous corticothérapie. Donc la dégression, on a suivi les recommandations de la littérature qui parlait de 3 mois carrément ou 6 mois, mais on était obligé de lever le pied très rapidement peut-être sur la corticothérapie. On a maintenu la dose de 20 mg 4 mois et là, même à 20 mg, il était à la 3e fois. À 20 mg, il était à 1700 et il était symptomatique. Donc, donc ça nous posait un problème de corticodépendance à des doses qui sont assez élevées pour un sportif de haut niveau et qui ne fait que du sport aussi. Donc, il n'y a pas d'autre alternative pour lui. C'est sa vie, en fait, le sport. Donc, c'était un terrain qui est assez particulier. Ça explique un peu pourquoi on a dégraissé la corticothérapie et pourquoi on a recherché d'autres alternatives, en fait. Très bien. Voilà. Au passage, Ikram Drira te remercie pour les précisions. Donc, sûrement, elle est encore plus convaincue.
Et on passe la parole à Zied. Et au fait, Salsabil a essayé de protéger un peu les particularités du patient. Je vous cite une note dramatique à l'histoire. Il a été hospitalisé chez nous la semaine où il devait signer son premier contrat pro chez les seniors foot de l'Espérance. Et donc, ensuite, sous corticothérapie, il a fait plusieurs lésions musculaires, tendineuses. Et donc, il s'accroche, il veut toujours continuer à jouer au foot et on lui souhaite ça. Donc, c'était une des causes qui a fait que vraiment, on était un peu limité avec la corticothérapie et était un peu poussé. On le voulait, Salsabil le voulait, c'est elle qui le gère, le patient, arrêter rapidement pour qu'il puisse vraiment vivre sa passion. Donc, elle voulait sauver le pronostic vital, sauver le patient, mais aussi sauver sa carrière. Inch'Allah, on va y arriver. Voilà. Charles. Je crois que Sonia, je pense que c'est le dernier dossier, non? Oui, le dernier, mais il y a une question intéressante de Lilia Masmoudi, je pense. Oui, Elle pose la question d'où il a eu l'interralenti interleukine 5, ce patient, parce que ce n'est pas disponible en Tunisie, je pense. Alors, pour répondre à cette question, en fait, on a eu la chance d'être militaire. Ah, d'accord. Là, c'est vraiment une chance, je pense, parce que les militaires, les familles militaires, on a le droit de faire une demande spécifique de médicaments. Après, c'est un produit qui n'a pas la même en Europe. Et donc, on était obligé de passer aussi par la pharmacie centrale. Et là, heureusement pour nous, qu'on a eu l'appui de 3 médecins, dont l'un est à l'hôpital militaire. Donc, heureusement qu'il a bien défendu le dossier. Et on a eu l'accord de la pharmacie centrale. Et après, c'est le militaire qui s'en charge des frais. On est censé faire une première évaluation à 6 mois. Donc, bientôt, c'est la 3e injection. Après, pour le coup, si vous êtes intéressé, c'est pas très cher, c'est à 1 000 € en fait l'injection sous-cutanée. Si c'est un intraveineux, ça passe à beaucoup plus cher que ça, mais c'est à 1 000 € une injection mensuelle. Donc c'est pas très. Très bien. Ouais. Très bien. On va faire une sortie dans le sens inverse de l'entrée. Je voudrais féliciter tout le monde pour la réussite de ce staff, il est extraordinaire. J'ai vu qu'il y avait des pics de 88 personnes connectées, ce qui est vraiment exceptionnel, c'est très bien à cette heure-ci. Et donc, félicitations à tous, à la STMRA et bonne continuité avec ces staffs interservices. Et je passe la parole à Sonia. Merci, j'étais vraiment très honorée de co-animer avec vous, Serdi, à ce staff. Je tiens à remercier tous les collègues qui ont participé. Notre président, professeur Kamoun, qui est malheureusement pris par les malades Covid à Sfax, apparemment ça flambe à Sfax par les malades Covid. Donc, la prochaine fois, j'espère qu'il sera avec nous. Alors, le prochain rendez-vous, ça va être le 22 février avec l'équipe du service de pneumologie Mongislim, professeur Louzier. J'espère en présentiel, si le Covid le permet. Et voilà, je vous dis bonsoir et je donne le mot de fin à mon ami Zied. Voilà. Merci, madame. Alors, au nom de toute l'équipe de l'hôpital militaire de Tunis, on vous remercie pour votre participation, vos dossiers, votre présence. Merci beaucoup, vous nous faites un grand honneur. Inch'Allah, la prochaine, en présentiel, qui je vous souhaite une excellente soirée, bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore dîné. Sabah al-khir. Sabah al-khir, tout le monde. Sabah al-khir. Bonsoir.